Vous chargez, vous gagnez le point d'élan supplémentaire qui vous manque pour passer à 3. Vous êtes donc dégâts 3 avec un gros cochon que l'adversaire n'avait peut-être Dégâts pas. 5. Oui, dégâts plus 3. Vous êtes donc dégâts plus 5 avec un gros Non, cochon. vous êtes plus 3 ou 5. Ah ouais, putain, c'est trop dur. Attends, C'est je pas le plus 5. je le refais entièrement parce que la coupe va être horrible. Du coup, ce qui est intéressant de noter également, c'est qu'on se rappelle qu'aujourd'hui, on peut charger à la fin de la phase. Il n'y a pas de fin. Je vais y arriver, elle est horrible celle-là. Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau Faction Focus en compagnie de... Jim, comme d'hab. Comme d'hab, c'est vrai maintenant, ça devient une habitude puisque c'est déjà le deuxième. Donc aujourd'hui, Faction Focus, Iron Joe, on a pris la liberté de séparer l'index Oroquar Clan en deux. Pourquoi? Parce que les joueurs Iron Joe ne sont pas forcément les joueurs Cool Boys, et les joueurs Cool Boys ne sont pas forcément les joueurs Iron Joe. Ouais, c'est réciproque du coup. Et les joueurs Bone Splitters, non, rien dit. Donc du coup, effectivement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que au niveau de ce nouveau Battle Tom, l'allégeance Big Wag a disparu. En Battle Tom, attention, index. Plus de Big Wag, donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens de les faire ensemble. Il n'y a plus aucune interaction. Donc, Exactement. Voilà. On va donc séparer les choses. On attaque donc ce Faction Focus Iron Joe. Mon petit Jim, c'est un Battle Tom que tu as eu. Il va falloir que j'arrête de dire Battle Tom. C'est un index que tu as eu l'occasion de tester déjà. Ouais, exactement. Donc l'Iron Joe, je l'ai testé. Et moi, je suis plutôt satisfait. J'ai pas mal démoli mon adversaire anonyme. Donc c'est un très bon Battle Tom. Enfin, index du coup. Ouais. Et non, vous allez voir, on est toujours dans l'esprit de la violence, de l'Orook, Iron Joe qui fonce. On est même un peu mieux qu'avant, c'est-à-dire dans le sens où on est résistant, en plus d'être létal. Donc vraiment, c'est du bonheur, quoi. Ouais, c'est vraiment du bonheur. C'est clair, il y a quelques War Scrolls qui ont pris un petit peu, on va dire en gabarit, parce que voilà, ils ont tout mieux, et en général, une sauvegarde d'armure qui parfois est un peu mieux, alors que globalement, à l'échelle du jeu, la perforation d'armure est descendue, les sauvegardes sont descendues, Et eux, eux, il y a des unités qui font un petit peu exception, à l'image des Vincitors. Ouais, à mon grand bonheur. Voilà. Donc on attaque tout de suite avec les deux Battle Trays. Le premier qui est un Mighty Destroyer. Est-ce que tu peux nous briefer rapidement? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il se fait une fois par tour. Par tour, c'est important, ça veut dire votre tour et celui de l'adversaire à la phase des héros. Il va vous permettre de prendre une unité sur la table, à vous, Rook, hein, évidemment, et de la déplacer de 3. À noter que, à la différence d'avant, c'est qu'on peut rentrer dans la portée d'engagement de l'unité ennemie, ce qui est très fort. Ça fait penser, n'est-ce pas, à Blade of Corn, qu'on avait quelque chose comme ça. C'est un peu différent, mais c'est très fort, c'est juste 3 pouces de mouvement, mais le fait de pouvoir rentrer dans la portée adverse, ça fait qu'on va pouvoir notamment les bloquer à leur tour, et donc du coup, surtout quand en Rook, on a des unités qui sont très résistantes. À noter quand même qu'il y a quand même deux garde-fous. Ouais, Il faut ne pas avoir bougé et ne pas s'être téléporté, ne pas avoir été setup, puisque vous allez voir dans le domaine de magie, il y a de quoi setup, donc oubliez le je suis à 9, je bouge de 3, j'arrive à 6. C'est fini la main de Gork, on faisait main de Gork, et puis après on faisait Mighty Destroyer, puis après on était à une charge ridicule à 4 ou 3, ou avec les cochons par exemple. Ça c'est terminé puisqu'on ne peut plus l'utiliser une fois qu'on a setup. Petit garde-fou. Franchement, je préfère la version d'aujourd'hui parce que je me dis que pouvoir bloquer l'adversaire à son tour, ça va te permettre de te dire, bah, tu vas pouvoir laisser l'init parce qu'en fait, tu sais que cette unité, tu vas la bloquer sur une de tes unités qui n'est pas impactante, juste pour qu'il puisse pas faire sa phase de mouvement. En vrai, c'est vraiment très bon. Super intéressant. La deuxième, qui est la WAG. La WAG, elle dit que globalement, vous allez gagner plus une attaque et plus un en charge pour les unités qui sont à 18 du personnage qui a déclaré la WAG. À noter que c'est plus le général qui doit la déclarer, mais ça peut être n'importe quel héros que vous avez joué donc dans votre liste. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça permet au moins que si on perd son général trop tôt dans la partie, ça m'est déjà arrivé, on se dit on est malheureux, on peut plus utiliser sa WAG. Bah là, on le peut encore avec une autre unité. Plus une attaque, c'est plutôt fort quand on voit les profils d'attaque, notamment des brutes, n'est-ce pas? Donc ça va envoyer pas mal de pâtés. Et en plus de ça, le plus un charge permet de fiabiliser un petit peu plus parce que comme on a perdu la fameuse TP et le Mighty Destroyer, on est content d'avoir le petit plus un charge. Ouais, honnêtement, c'est hyper intéressant. Donc là, c'est tout au niveau des Battle Trays. Ouais. Le principal qu'on a perdu, c'est le Smashing and Bashing. Ouais. Qui était le fait de pouvoir activer des unités à la suite. Honnêtement, je pense que c'est un mal pour un bien. Là, on a gagné en mouvement, en placement, et on n'a pas ce côté frustrant d'activer toute l'armée où on déblaye. Et en même temps, le jeu, a priori, en tout cas, a diminué la létalité, donc même le Smash and Bashing aurait été potentiellement un petit peu moins intéressant. Donc, c'est tout pour ces Battle Trays. On passe maintenant tout de suite aux formations. Donc, formation AK
sous allégeance. On va passer à la première, la bagarre des mâches-fer, donc qui est un passif qui vous dit grosso modo que si vous avez fait un jet de charge à 8 plus non modifié, vous avez plus une attaque. Ouais, c'est pas mal parce qu'encore une fois, on l'a dit en Europe, on a des bons profils, donc avoir plus d'une attaque, c'est bien. Maintenant, Ça marche pas sur Léo. ouais, mais maintenant avoir enfin, faut faire une charge naturelle, on va dire à 8. Donc c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qui va arriver à des moments où des fois vous en aurez pas besoin, des fois vous serez bien content d'avoir fait 8 plus. Donc voilà, c'est un petit buff ici, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour construire toute une liste dessus. Donc voilà, C'est clair. c'est C'est aléatoire. intéressant, mais c'est pas fiable et je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie Ouais. de prendre absolument ça. Le deuxième, point de fer, qui est un passif. La première fois à chaque tour qu'une unité ennemie est détruite par une aptitude corps à corps utilisée par une unité de mâche-fer ami, ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques de mêlée faites par la prochaine unité de mâche-fer ami qui est choisie pour utiliser une aptitude de corps à corps jusqu'à la fin du tour. Exactement, donc c'est un peu ça qui remplace smashing and bashing finalement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en orc, du coup, tout ce qui est profil orc, on va dire, ou rook, touche à 4, ok? Donc quand vous touchez à 4 et que vous pouvez avoir un +1, c'est quand même vachement bon parce que on peut utiliser l'orc qu'une fois, all out attack, donc avoir amélioré le fait de toucher mieux avec une unité, on peut le faire qu'une fois avec cet ordre. En plus, ça vous coûte un CP que vous n'aurez pas toujours. Donc, le fait de pouvoir le faire gratuitement, une fois que vous aurez rasé la première unité pour avoir un +1 avec la deuxième, c'est plutôt bon. Il y a quand même, alors, ça va pas arriver beaucoup de fois non plus dans la game non plus, parce qu'il va falloir toujours raser. Des fois, on n'aura pas assez de puissance et ça veut dire que vous jouez 2 unités, la première qui tape très fort et la deuxième, elle doit avoir un petit impact qui va prendre son +1. Donc, ça va dépendre. Il faut avoir 2 unités létales qui vont être au corps à corps en même temps. Ça va être une utilisation finalement qui va se retrouver 1 à 2 fois dans la partie et après, ça risque de pas tout le temps arriver non plus. Oui, et puis le problème en fait qu'on a vis-à-vis de ça, c'est que globalement les sources de menaces sont assez clairement identifiées par votre adversaire. Ouais. Donc si vous activez une première unité pour choper un +1 à la touche derrière, normalement il devrait pouvoir comprendre qu'il faut taper dessus entre temps. Donc voilà, ça veut dire que c'est un buff sur une unité qui en théorie va potentiellement déjà être réduite en nombre de figurines. Voilà, donc c'est ok, c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas forcément incroyable. En fait, c'est un bon buff. Le fait d'avoir juste +1 hit, c'est un très bon buff, mais la circonstance fait que on réfléchit un petit peu, on regarde les autres formations. Exactement. Donc, ruée de grogneurs, ce qui est un passif, ajoutez le nombre d'unités ennemies qui ont été détruites à cette bataille à la caractéristique de mouvement des unités de grogne trip et gueule qui crogne ami jusqu'à un maximum de +4. Quand même, on parle des Gore Grunta et des Mo Grunta, donc toute la cavalerie. Exactement, tout ce qui est cavalerie chez l'Iron Joe. C'est rigolo parce que tout de suite tu regardes, tu vas bouger de temps, etc. C'est cool. Maintenant, il faut avoir détruit des unités pour avoir à chaque fois un pas supplémentaire de mouvement. Normalement, quand vous avez détruit des unités, vous êtes déjà engagé dans la game, donc vous êtes déjà avancé dans la game. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir plus de mouvement à chaque unité que vous aurez détruit? Ça, je sais pas trop. Ça va vous servir peut-être en fin de game pour avoir une portée suffisante pour aller faire peut-être une petite tactique. Bon, je préférais celui d'avant, quoi, clairement. Ouais, exactement. Et enfin, point bizarre qui est un passif, les unités d'infanterie de mâche-fer amis ont une protection à 6+, tant qu'elles sont entièrement à 12, d'un ou plusieurs sorciers ou prêtres amis. Ouais, en fait, c'est globalement, pour moi, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que en Iron Joe, maintenant, on a beaucoup de save à 3+, et en fait, la 3+, accompagnée de beaucoup de PV en Rook, plus une protection à 6, fait que les packs sont infernales à sortir, quoi, vraiment. Sur les Hardboy, notamment, c'est très fort, parce que les Hardboy, c'est toujours 2 PV, un petit spoil, c'est toujours save à 3. Donc quand vous pouvez jouer 20 Hardboy en save à 3 qui ont 40 PV, avoir une protection à 6 en plus, bonne chance à l'adversaire pour les sortir, hein, très clairement. C'est le plus stable en fait. Hein. Ouais. C'est le plus stable et effectivement, en Iron Joe, on a déjà une bonne sauvegarde, on a en général un gros volume de points de vie. Ouais. Là où avant, on avait quand même des sauvegardes qui étaient moyennes, mais quand même un gros pool de points de vie. En fait, si vous récupérez littéralement un battle trait de la mort, en fait, c'est toujours cool. C'est de la survivabilité sûre. Ça reste qu'un 6e des points de vie qui vont être tankés, mais quand on a 30 PV, en fait, au final, on a 35. On l'a pas dit, mais c'est lié à deux choses. On le verra plus tard, mais au niveau des War Scrolls, il y a des prêtres et des sorciers qui sont indispensables pour des raisons qu'on va vous présenter. Ouais. Et deuxièmement, les unités d'infanterie qui ont des gros volumes de points de vie, c'est-à-dire typiquement Brute Hard Boys, sont des unités fortes que vous avez envie de jouer. Et donc l'un couplé à l'autre, ça fait que en fait, ça fait partie des allégeances qui sont solides, stables.
et fiable. On passe maintenant au très héroïque, donc qui est la première optimisation qu'on va donner à un héros. Le premier à n'importe quelle phase de charge qui s'appelle brute épaisse. C'est comme ça que m'appelait ma maman. Espèce de brute épaisse. Si cette unité a chargé à ce tour, choisissez une unité ennemie à 1 pouce d'aile comme cible, jetez un D3 sur 2+, infligez autant de dégâts mortels à la cible que le résultat du jet. Si le jet de charge non modifié de cette figurine à ce tour était 8+, jetez un D6 au lieu d'un D3. Ouais, bon, c'est des petites BM à la charge. Est-ce que c'est incroyable? Je sais pas trop. C'est des petites BM, on prend. Honnêtement, on va regarder les autres qui seront meilleurs. Au niveau de sur qui on peut mettre ça, très clairement, bah, ça va être sur un bonhomme sur Mogrunta ou sur un bonhomme sur Mokrusha. Ouais. Parce que ça bouge bien, ça charge. À noter quand même qu'on charge au tour adverse potentiellement maintenant. Ouais, donc c'est encore une itération de blessures mortelles potentielles sur des unités que l'adversaire n'a pas forcément envie d'aller chercher. C'est pas mauvais. Ouais, après c'est un D3, c'est une chance sur 3, 2 chances sur 3 de faire des BM. Si on a fait 8+, bah, tu vas faire un peu plus de BM, mais tu ne maîtrises pas si tu vas faire une grande charge. C'est voilà, on va dire un trait héroïque juste pour faire en moyenne 2 BM, sachant que vous allez probablement peut-être pas aussi charger à tous les tours. Hein. À un moment donné, il va falloir s'arrêter. Donc finalement, dans la partie, quand tu lisses, si tu as fait 4 BM, déjà, tu es bien. Je te dirai ça la prochaine fois, quand tu auras trop chargé. Jim, à un moment donné, il faut s'arrêter. Non mais voilà, c'est pas énorme sur une partie en termes d'impact. Donc on va voir les suivants qui, à mon sens, sont meilleurs. Exactement. On passe au suivant, qui est une réaction lorsque vous avez annoncé l'ordre redéploiement pour une unité de mâche-fer ami entièrement à 12 de cette unité. Si on obtient un jet de dés de 1 ou 3, on peut le considérer comme un 4. Exactement. Et ça, c'est très bon parce que du coup, ça fiabilise le redéploiement. À noter qu'aujourd'hui, le redéploiement, on n'a plus besoin d'avoir un ennemi qui est rentré sur une distance à 9 de nous pour le faire. On peut le faire même si on est au fond de la map et que personne nous a dit bonjour. Et donc, du coup, combiné avec le Mighty Destroyer où tu vas bouger de 3, tu vas pouvoir faire un redéploiement derrière. Tu as des unités qui, par exemple, au début du tour adverse sont très loin, auront bougé au minimum de 7 pas. En se rapprochant et donc préparer ton tour suivant si tu as le tour pour pouvoir avoir les portées de charge, etc. Surtout que en Uruk, on le sait, tout ce qui est piéton ne bouge pas très vite et avoir ce genre de trait, c'est très fort. On peut même fiabiliser aussi de se reculer, etc. quoi. Ça veut dire qu'au minimum, tu le sais, tu feras 4. Et en fait, ça permet de calculer, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu sais que tu as une base sûre. Ok, je me mets là, je sais que par exemple quand il va arriver, il sera à 9, voilà, je calcule, je sais qu'au mieux, il pourra pas, il sera à 12, à une charge à 12. Effectivement. En fait, il y a pas mal de trucs comme ça qui sont assez intéressants. On l'a vu sur la première review côté Stormcast. Déjà, ça veut dire que si on fait pas 9, il n'y a pas de charge. Mais on l'a vu en Stormcast, il y a moyen d'aller chercher des 3 plus 1, on va dire en modificateur de charge ou en mouvement post-FEP. En fait, vous le compensez avec un -4. Voilà. Donc, exactement. En fait, instantanément, même s'il fait 3 à son D3, il est toujours en charge à 9. Puis du coup, il aura une charge qui sera du coup entre 9 et 11. Ce qui est quand même pas la même chose qu'une charge à 5. Ouais, clairement. Voilà. Le dernier qui est un passif, le méga bossesque. Ma mère ne m'appelait pas comme ça. Ah ouais. Moi, si cette unité a chargé à ce tour jusqu'à la fin du tour, ajoutez 1 au jet de charge pour les unités de mâche-fer ami tant qu'elles sont entièrement à 18 de cette unité. Exactement. Donc le combo qu'on voit tout de suite, c'est charger avec l'unité, le héros qui aura déclaré la WAG pour donner un +2 aux copains qui sont à côté. Je les prends tout le temps en fait. Alors moi, en vrai, je prends celui d'avant parce que j'aime bien pouvoir me redéployer. En fait, c'est le plaisir de dire... T'es vraiment un menteur. T'as toujours joué avec l'autre. Non, j'ai joué celui d'avant. J'ai juste pas eu trop l'occasion de l'utiliser, mais parce que j'avais fait un projet à mon redéploiement, mais c'est juste que c'est fiable, en fait, et j'aime bien les trucs sur lesquels on peut se baser fiable. Là, ça demande de charger. Bon, normalement, il n'y a pas de souci, hein, surtout qu'aujourd'hui, on peut charger à la phase adverse. Mais quand même, il est très bon aussi. Il y a un choix entre les deux. C'est pour ça que le premier, comme on vous disait, ça va surtout dépendre, à mon avis, des archétypes de liste. C'est-à-dire que si vous jouez une Mokrusha, effectivement, celui-ci, il est quand même très sympa. En tout cas, et si vous n'en jouez pas, bon, le méga boss à pied, il avance pas forcément super vite. Il y a l'entre-deux avec le héros sur Mogrunta. Bon, ça va surtout dépendre, à mon avis, des archétypes de liste. Nous attaquons donc maintenant les artefacts. Le premier qui est un passif, ajoutez 10 au score de contrôle de cette unité. Ajoutez 10. Alors, qu'est-ce que cet artefact vous dit très concrètement? Je vais vous le dire, je vais vous le traduire. Il vous dit que quand vous êtes posé sur un objectif, il est à vous, tant que vous n'êtes pas mort. C'est ça qu'il veut dire. Parce que ajoutez 10 sur une Mokrusha, la Mokrusha compte pour 5, vous comptez pour 15. Tant que la Mokrusha n'est pas morte, et vu son socle, il n'y a pas non plus grand-chose qui rentre dedans. Il n'y a rien qui rentre sur le jeu. Non mais voilà, même un méga boss à pied, hein, tu rentres dedans, tu vas compter pour 12.
bon, s'il meurt pas, bah en fait l'objectif tu vas le garder. Donc franchement je l'aime bien celui-là, tu vois. On avait parlé dans la review d'avant en Stormcast du contrôle, comment ça va se placer, on sait pas trop encore. Parce que c'était 3. Là, quand on parle de 10, bah, en fait, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et donc là, quand même, ça commence vraiment à se réfléchir, quoi. Ce qui veut dire que même sur un héros piéton, vous comptez pour 12. On regarde aujourd'hui que les unités de 10, avec leur état-major, comptent pour 11. Donc en fait, vous contestez une unité de 10 figurines classique si vous êtes en vie sur le jeu. Voilà. Ouais, exactement. Le deuxième, qui est un passif, l'armure de Gork, cette unité a une protection à 6. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, on a vu que dans les traits de bataille qu'on avait le plus envie de jouer, c'était la protection à 6 de toute façon pour les unités d'infanterie. On peut après le mettre sur le Mokrocha, pourquoi pas. Ouais. Je préférais celui d'avant quand même, tu vois. Celui d'après peut-être. Et celui d'après. Exactement. Le dernier qui utilise à la phase de déploiement la pierre à aiguiser d'Ambrivoire. C'est joli. Oui, Choisissez une des armes de cette unité. Donc à noter quand même que vous choisissez l'arme à la phase de déploiement. Ouais. Ajoutez 1 à la caractéristique de perforation de cette arme jusqu'à la fin de la bataille. Exactement. Bon, globalement, c'est plutôt pas mal d'avoir plus d'imperforation. Celui-là, je l'ai pas mal pris. Ah ouais. Non, en vrai, c'est cool parce que bah, typiquement, vous verrez que la perforation a réduit, hein, même en Uruk Warclan. Et du coup, avoir le plus 1 PA va te permettre d'outrepasser tout ce qui est save à 3, de compenser. C'est pas mal sur le Mokrocha. C'est bien aussi sur un méga boss. Je pense qu'il y a une vraie hésitation entre le premier qu'on a dit, le contrôle de 10, et celui-là. À vous de voir, vous êtes joueur Uruk, est-ce que vous voulez contrôler ou être violent? Encore une fois, je pense que ça dépend des archétypes de liste, quoi. C'est-à-dire, Ouais. si vous êtes sur une liste hyper offensive ou sur une liste basée sur les Hard Boys, voilà, vous savez que potentiellement, il y en a un qui correspond mieux à ce que vous voulez faire. Exactement. Nous passons donc maintenant au domaine de sorts. On va commencer par le premier, qui est un sort avec une valeur de lancement de 6, qui est illimitée. Grosso modo, on prend une cible mâche-fer entièrement à 12 et visible. Les armes de mêlée de la cible ont crit 2 touches jusqu'à la fin du tour. Tout à fait, monsieur. Tout à fait. Alors quand on a des bonnes patates avec ces unités et que en plus on a des moyens de s'ajouter des attaques, hein, n'est-ce pas, comme on a vu avant avec la WAG par exemple, bah avoir crit sur 6, encore plus d'attaques, encore plus d'attaques, encore plus d'attaques, encore plus d'attaques, c'est toujours bon en Uruk en fait. C'est ce qu'on veut, hein. On veut des attaques parce qu'on a des attaques qui sont dévastatrices, notamment les brutes. On pense souvent aux brutes quand c'est ça. Même sur en vrai une Mokrocha, pourquoi pas, ce sera plus efficace sur les brutes, on va pas se mentir. Franchement, c'est un très bon sort. En plus, on peut le lancer à la phase adverse également. Il y en aura un autre qu'on va voir plus tard qui sera plus intéressant à lancer à la phase adverse, mais on le garde en tête quand même parce que crit sur crit de touche, c'est bien. C'est bon. Exactement. On passe ensuite au suivant qui est le grand coup de boule, valeur de lancement de 6. On prend une unité ennemie visible à 18. Infligez D3 dégâts mortels à la cible. Si la cible est un sorcier, infligez 3 dégâts mortels à la place. 3 dégâts mortels cash. Alors celui-là, on va l'utiliser si on a un sorcier à portée, que je sais pas, il y a une tactique à faire ou quoi. On préférera utiliser le premier, hein, évidemment, parce qu'on n'aura pas plein de sorciers dans la liste. Donc il faut bien comprendre qu'on ne pourra pas lancer tous les 3 sorts. Dans votre construction de liste, ça va être compliqué, sauf si vous jouez beaucoup de sorciers. Mais c'est pas en tout cas, on vous conseille, c'est pas ce à quoi tend, on va dire, et vous demande de faire le bouquin actuellement. Donc, il est bien pour peut-être une battle tactique, va vous aider à un moment donné, à un moment inopiné, où ouais, là c'est bien de lui mettre 3 PV, tiens, il y a un gros Archaon, un gros mec, j'ai besoin qu'il le descende un peu, pourquoi pas. On lui préférera le premier et on lui préférera aussi le dernier. Oui, ça peut vous permettre de vous désengager. C'est un sort qui est quand même globalement polyvalent. À noter, on l'a pas dit, mais sur le Mighty Destroyer, si vous êtes engagé, vous ne pouvez pas vous désengager. Donc en fait, c'est un moyen de se désengager à moindre frais. Et surtout, contrairement à avant, c'est pas un sort qu'on va choisir à la construction de la liste. Donc c'est un sort d'appoint que vous allez utiliser de temps en temps dans des situations assez précises. Mais ça ne coûte rien d'avoir ça et ça peut sauver la vie, je pense. Le dernier, simple, la bonne grosse main verte de Gork. On prend une unité mâche-fer visible entièrement à 9, on jette 2d6, et si on fait 7+, on peut la setup entièrement à 24, il y a plus de 9 des unités ennemies. La main de Gork, la fameuse TP, ça n'a pas changé, ça permet toujours de TP, et c'est toujours aussi bon. Surtout. C'est à 24 maintenant. Ouais, mais c'est surtout bon en fait dans le sens où vous pouvez le faire au tour adverse. Et ça, c'est tout ce qui va être TP, ça sera toujours pareil pour tous les BD qu'on va avoir. Tout ce qui est TP,
Eh ben, en sort ou prière, c'est très fort parce que comme on peut le faire à la phase adverse, on peut retirer ce Ouais. qu'on a envie de préserver pour le mettre un peu plus derrière et revenir plus tard. Une TP, un Matis Destroyer d'un autre côté, un redéploiement, bon bah au tour adverse, vous avez 3 unités qui potentiellement ont déjà bougé et la configuration de la game peut être complètement différente. Donc c'est superbe. C'est clair. On repasse maintenant au domaine de prière et on commence avec la première, avec le rythme Marififi, qui est une prière qui se lance sur du 4, Ouais. qui vous demande de prendre une unité entièrement à 12 qui va avoir +1 à ses jets de charge. Si on fait 8 ou plus, elle va charger avec un dé supplémentaire. Donc à 3d6 hein, globalement, on la connaît cette charge, elle est dévastatrice. Alors, déjà première chose, vous allez vous demander, bah, c'est marrant, on n'avait pas de prêtre avant en Europe par clan, c'est qui le prêtre? Bah, c'est le War Chanteur maintenant, voilà, comme ça c'est clair. C'est le seul prêtre que vous avez dans l'armée. Donc cette prière elle est bien, maintenant, avant le War Chanteur, il avait la possibilité sur 3+, de faire la charge à 3d6. C'était, comment dire, dans un sens, oui et non, mais dans un sens, c'était plus simple parce que c'était juste sur un 3+, vous pouvez le faire T1. Là où aujourd'hui, si vous êtes joueur 1, vous ne pourrez pas faire un charge à 3d6 parce que bah, ça demande un crit à 8. Donc, moins offensif potentiellement sur le premier tour. Par contre, si vous êtes joueur 2, hein, il vous reste la possibilité de dépenser un PC, de lancer un dé, de garder les points que vous avez fait, imaginons que vous auriez fait 4, et à votre tour de refaire une prière avec cet homme. Et si vous faites 4 ou plus, vous pourrez lancer donc la charge à 3d6. Voilà ce que ça veut dire. Le plus un charge, on commence à le voir un peu partout. Donc il y a moyen de fiabiliser une unité. Donc en vrai, c'est bon. Et surtout, c'est comme pour les sorts, mais on le répète, il faut pas l'oublier, c'est juste un panel de possibilités que vous avez puisque le prêtre connaît toutes les prières. Donc c'est pas une prière qu'il aura sélectionnée et qui sera peut-être pas utile dans la game. Quand vous allez la lancer, c'est parce qu'elle sera utile. Donc moi j'aime bien. Ouais, et surtout à noter que c'est jusqu'à notre prochain tour, Ouais. donc ça fonctionne en contre-charge de tour adverse. Quand vous allez charger à 3d6, le mec en face va pas forcément apprécier. La deuxième qui est le rythme réparateur, de la même manière, lancement à 4, crit sur du 8, on prend une unité entièrement à 12, on le soigne de D6 sur un 8+, on la soigne de D3 plus 3. Exactement, donc on la soigne de manière plus fiable si on crit. Bon, c'est pas mal sur les mocrochards notamment, ou les gros cochons pour les soigner un petit peu. On n'a pas besoin de la sélectionner encore une fois, donc si jamais il nous manque des PV, bah, on pourra se soigner, c'est très bien. Soigner entre 4 et 6 d'une sauvegarde à 3, souvent à 2, potentiellement avec une ward à 6, c'est quand même pas mauvais. Et le dernier, le rythme qui tue, de la même manière, unité entièrement à 12, valeur de lancement de 4 qui crit sur du 8, ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée de la cible jusqu'à la fin du tour. Si le jet de récitation était de 8 ou plus, vous pouvez choisir jusqu'à 2 unités éligibles comme cible au lieu de 1. Bon, bah, on connaît cette habilité, hein. C'est l'habilité du War Chanteur. Avant, elle était automatique. Aujourd'hui, c'est une prière. Maintenant, elle est bonne parce que avant, on ne pouvait pas le faire sur 2 unités en même temps. Enfin, il y avait une allégeance qui le permettait, mais pas sur tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, bah, si on la crit, on peut le faire sur 2. Bon, je sais pas dans quel monde, mais peut-être que s'il y a des joueurs qui ont envie de jouer 2 mocrochards, il y a un monde où vous pouvez le faire sur 2 mocrochards. Voilà, c'est quand même assez cool. Donc, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que dans ce Battle Tome, vous allez le voir, il y a des itérations de crit mortel. Ouais. Quand vous rajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de vos armes, ça veut dire une blessure mortelle en plus à chaque 6 à la touche. Bah, ça devient. Oui, c'est pas mal, surtout quand on est dégâts 2 de base. Oui, puis qu'on se rajoute 2 attaques, etc. Voilà. Exactement. Honnêtement, on commence à voir, les synergies sont assez claires. C'est lisible. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est très lisible, mais c'est très efficace. Ouais, je confirme, sur table c'est efficace. Nous passons donc maintenant à Kragnos. Donc première chose à noter sur Kragnos, ce sont ses mots-clés. Il a le mot-clé Mâche-Fer et Cruel Boys. Exactement. Ça veut dire que maintenant il rentre dans l'allégeance. Ils ont fait ça de manière générale sur, on l'a vu avec le War Scroll de Nagash, etc. C'est pour choper des synergies. Je trouve ça beaucoup plus sympa plutôt que d'avoir des espèces de héros, dieux, satellites sur le côté qui jouent avec leurs règles. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose. 10 de mouvement, 18 points de vie, 15 de score de contrôle et save à 4. Aïe. On se souvient que Kragnos, c'était un des rares à avoir une save à 2 native. Là, il passe en save à 4. Ça change beaucoup de choses. Il a récupéré une ward à 5 en contrepartie. Ouais, mais est-ce que ça vient contre... Je suis pas sûr, tu vois. Ça fait pas tout à fait la même chose. Ouais. Au niveau de ses aptitudes, donc il est dégressif comme tous ses copains. Il a toujours cet effet sur le sort. Maintenant, c'est pas en fonction de la casting value avec 2D, c'est sur un 3+. Donc statistiquement, vu les valeurs de lancement des sorts, c'est moins fiable qu'avant en tout cas. Il a un passif qui lui dit que cette unité ne peut pas être slain, prendre des cibles blessures mortelles à la place, ce qui est logique. Il a toujours son aptitude en phase de charge de mettre des blessures mortelles 1d6 à des unités non monstres ou
le produit des 2D si on est sur un monstre. Ouais, le foie, quoi. Exactement, et il a toujours sa capacité de rajouter un dé au jet de charge sur les unités entièrement à 12 de la destruction. Donc charge à 3d6. Hein. Voilà. Bon, la charge à 3d6, c'est super bon. Déjà, on va parler de ce qui est positif. Donc la charge à 3d6, c'est très bon, surtout qu'en contre-charge, quand on charge à 3d6, ça peut être dévastateur, surtout quand on voit les profils qu'on a en Iron Joe. Maintenant, c'est un sacré paquet de points pour une save à 4, et vous verrez qu'en Iron Joe, on a quand même déjà des mecs assez costauds en save à 3, qui coûtent moins cher, hein, bien moins cher. Est-ce qu'on a forcément envie de le jouer? Je suis pas certain. En tout cas, moi, ça m'a pas, il m'a pas donné envie de le jouer. En tout cas, pas en Iron Joe. Voilà. Ouais. À savoir que dans les autres faction packs, il peut être joué et il a également les mots-clés, etc. Ogre, vous le verrez. Donc, on se penchera peut-être plus sur des BT comme ça. Mais en tout cas, en Iron Joe pur, on a ce qu'il faut pour travailler correctement, je pense. Effectivement, en fait, sa règle phare, c'est surtout la charge de 3d6 qui est en prière, qu'on peut récupérer autrement, en fait. Et comme tu l'as dit, la prière, on la choisit plus. Donc, en fait, vous rentrez un prêtre, vous avez accès à la prière. Ouais. Donc, pour moi, ça fait partie de ces bonhommes qui ont perdu. C'est toujours une meuleuse au corps à corps. Hein, 6 attaques en 3+2+, moins 3-4. Donc, c'est quand même colossal. Oui, il meule bien, oui. Mais je pense pas qu'une save à 4 Ward à 5, ça compense une save à 2. Non. Voilà. Et il coûte trop cher en points en comparaison à ce qu'on peut prendre en Iron Joe qui va faire bien mieux le travail finalement. Exactement. Nous attaquons donc maintenant les War Scrolls de cette allégeance Iron Joe. Et qui de mieux pour commencer que Gordrakk. Alors on va attaquer en même temps les deux profils, Gordrakk et Megaboss sur Mokrocha, parce que ça permet d'avoir une comparaison assez claire des deux châssis. Ouais. Grosso modo, les deux, c'est 10 de move, save à 3, 5 d'OC, 20 PV pour Gordrakk, 18 pour la Mokrocha. Au niveau des armes, au niveau du tir, c'est exactement la même chose. 6 attaques en 2-3, pas de reine, dégâts 1. Gordrakk a 8 attaques en 3-2, reine-1, dégâts 2, anti-héros. Donc, côté Mokrocha, c'est la même chose, mais ça touche à 4. Ouais. Et c'est anti-infanterie. Exactement. Et enfin, on a une bête qui cogne extrêmement fort. Côté Gordrakk, c'est anti-monstre. Et côté Mokrocha, c'est anti-infanterie. Alors, à noter déjà que les joueurs en Rook, on était très malheureux. On a beaucoup pleuré, hein, Sam. Si on regarde, Sam, on a beaucoup pleuré. Parce que Gordrakk, malheureusement, en V3, il avait une save à 4. Et donc, du coup, il était très peu joué. Ce qui est rigolo, c'est qu'il était descendu en points jusqu'à coûter moins cher qu'une Mokrocha. Aujourd'hui, il a augmenté en points parce qu'il est passé plus cher qu'une Mokrocha, légèrement. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré une save à 3. Enfin, merci, c'est quand même le big boss des Iron Joe. Ça fait plaisir qu'il gagne une save à 3. Ça fait plaisir également qu'il touche mieux, parce que toucher à 3+, et pas à 4+, ça change pas mal de choses. Et lui, c'est vraiment, c'est le côté, je vais te défoncer du héros et du monstre, bien qu'il sera très bon aussi contre n'importe quoi, hein, mais il va surtout être bon contre ça. Et l'autre, ça sera surtout, la générique, sera surtout contre l'infanterie qui va être efficace. À côté de ça, ils partagent une même règle dont on va vous parler tout de suite, comme ça on n'aura pas à la refaire, et le méga boss à pied la partage également. La règle s'appelle la victoire renfort. Tout simplement, à chaque fois qu'on va tuer une unité, on va gagner plus une attaque. On se souvient qu'on avait ça avant, jusqu'à un maximum de 3, donc on doit disposer des tokens de WAG à côté de l'unité qui a tué une unité ennemie. Donc si on en a tué par exemple 3, on va mettre 3 tokens, c'est le maximum qu'on puisse mettre, et jusqu'à la fin du prochain tour, on aura plus d'attaques en fonction du nombre de tokens qu'on a. Donc 3 tokens plus 3 attaques. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si en une activation, vous tuez 3 unités, jusqu'au prochain tour, à la fin du prochain tour, vous aurez plus 3 attaques. En une activation, ça va pas arriver tous les jours. C'est compliqué quand même. On a un gros socle, mais ça veut dire diviser ses attaques pour essayer de tuer 3 unités, etc. Bon, on le fera pas tout le temps. Généralement, on va tuer une unité et on sera déjà bien content d'avoir tué une unité, voire 2 dans les jours chanceux, on va dire ça comme ça, ou s'il y a une unité vraiment blessée ou 2 unités blessées. Et on aura plus 2 attaques jusqu'à la fin du tour prochain, qui n'est pas obligé d'être le tour de l'adversaire. Si on a un double tour, ça peut être notre tour et donc du coup, on peut renvoyer le mec et tabasser. Le problème, c'est qu'on va gagner les points après avoir tué l'unité, donc en fait, c'est vraiment une activation, on gagne ses attaques pour les prochaines attaques qu'on fait. Et les prochaines attaques qu'on fait, finalement, on regagnera des attaques pour le tour d'après, mais on aura perdu celles qu'on avait stackées juste avant. Donc voilà, c'est juste que il va pas monter comme avant à plein d'attaques, plus il devient fort, ça c'est terminé. On va avoir généralement plus d'une attaque à chaque fois qu'on tue une unité, pour la prochaine unité qu'on va taper, etc., etc. Donc ça, c'est une règle que tous les méga boss partagent, ainsi que Gordrakk. Et ensuite, Gordrakk a une différence également, c'est que lui, c'est le seul à faire ça. Quand il déclare la WAG, il faut que ce soit lui qui la déclare, il donne un bonus supplémentaire qui est plus un hit. Et plus un hit, entièrement à 18, d'un gros socle de Mokrocha,
C'est très fort sur une armée qui touche à 4 Ouais. de manière globale. Comme ça vous permet de ne pas avoir à dépenser l'ordre all-out attack qui va vous coûter quand même 1 point de CP. Vous pouvez avoir toutes les unités à 18, toutes, donc ça veut dire plusieurs unités différentes qui vont avoir plus 1 pour toucher. Bah, c'est très bon, plus 1 pour toucher. Sur Ouais. du 4+. Donc c'est clair, c'est plus une attaque, plus 1 à la touche, plus 1 à la charge. Ça fait beaucoup. Et enfin, il y a une dernière aptitude qui est un Rampage. Ouais. Alors globalement, ça dit quoi? Ça dit que vous allez sélectionner un monstre adverse, vous allez lancer un dé sur 3+, vous allez diviser les attaques de l'unité qui sont taguées compagnon en aptitude par 2, arrondi au supérieur. Bah, c'est pas mal, hein. Nous, on a joué une partie avec un petit fameux Archaon. J'étais bien content de diviser les attaques de Dorgar, donc on prend, c'est un peu de résistance. Déjà qu'on a récupéré une save à 3, on est content de l'avoir. Et côté Mokrocha, la règle un peu particulière qui va varier, c'est que globalement, quand on va charger une unité, on va faire un D3BM sur 2+, hein, toujours le même système qui est assez innovateur. Et si jamais c'est de l'infanterie qu'on a chargé, on va tout simplement doubler le nombre de dégâts qu'on a fait avec cette charge et cette habilité. Donc pourquoi pas, c'est bon. À savoir que la Mokrocha a une petite dernière règle que j'avais gardée en petite réserve parce qu'elle est quand même pas mal, c'est que quand c'est un passif, donc ça s'applique tout le temps, quand vous allez faire un mouvement d'engagement, au lieu de faire un mouvement de 3, vous allez faire un mouvement de 2d6. Donc, avec un gros socle, vous pouvez commencer à engager pas mal de choses. Bon, maintenant, vous avez un gros socle aussi, hein, donc il faut commencer à faire des gros jets si vous voulez passer par-dessus, etc., parce qu'elles volent toujours. Mais pour engager d'autres trucs, se déplacer, voilà, aller peut-être vous charger une unité qui est dans un coin et l'objectif est par là, bah, peut-être qu'en mouvement d'engagement, vous pourrez vous poser sur l'objectif au final, donc c'est bien. Ouais, donc en fait, honnêtement, c'est deux châssis qui sont bons, qui n'ont pas vraiment le même rôle. Gordrak a vraiment cette espèce de synergie d'armée là où le mégaboss sur Mokrocha est très orienté anti-infanterie. Il a l'avantage quand même de pouvoir récupérer Arto Tretko, donc potentiellement il perd un de touche, mais il peut gagner un de perfo sur ses attaques à lui avec la bonne optimisation. Voilà, il y a un vrai choix. En tout cas, c'est cool qu'il y ait un choix parce qu'avant il n'y avait pas de choix. C'est-à-dire qu'en fait, on avait même pendant longtemps, on avait même la Mokrocha qui était meilleure que Gordrak et qui pouvait en plus avoir des optimisations. Exactement. Voilà, là on a une aptitude unique. Je pense que c'est important quand on a des dieux, genre type Kragnos, type Gordrak, qu'ils aient vraiment un effet, une aptitude hyper forte. Le Nagash, c'est la main de poussière, Kragnos, ça va être la charge à 3d6, lui, ça va être sa bourg améliorée. Voilà, je pense que c'est important et en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant parce que, dépendamment du méta, on peut justifier de prendre l'un ou l'autre. Nous passons donc maintenant au méga boss à pied. Donc au niveau du châssis, move de 4, save à 3 toujours, 2 dossés, 8 points de vie, il envoie 8 parpaings en 4-2-1-2. Ouais. Donc là, c'est cool. Et surtout, il a toujours la même aptitude de la victoire renfort qui lui permet d'avoir des attaques supplémentaires. Il a une première aptitude qui s'utilise en phase de héros, qui demande de sélectionner une unité de brute amie entièrement à 12, qui sur un de plus va avoir plus une attaque. C'est ça. Ça commence à faire beaucoup quand on voit toutes les itérations de plus une attaque, plus un dégât, etc. Et il a une deuxième aptitude qui est une réaction qui s'utilise après avoir annoncé une aptitude de corps à corps pour 7 unités. Donc ça veut dire que potentiellement elle doit avoir tapé avant de pouvoir l'activer, qui dit jeter un dé sur un 3+, jusqu'à la fin du tour, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisées par les unités de brute amie, tant qu'elles sont à portée de mêlée de cette unité. Exactement. Alors, ça fait beaucoup. Ouais, alors lui, on l'a compris, on joue avec des brutes, hein. On joue pas avec des hardboys, hein, n'est-ce pas? Parce que globalement, si vous êtes chaud du 2+, il va vous donner plus d'une attaque en phase des héros. En phase de combat, vous l'envoyez au cac avec vos brutes, il va activer, vous allez l'activer en premier, et du coup, il va pouvoir donner plus une attaque aux brutes ensuite qui sont à portée de mêlée, donc c'est 3 pouces, hein, on rappelle, sur 3+ encore. Donc voilà, si vous êtes chaud du 2+, 3+, ça commence à faire plus 2 attaques sur des profils qu'on verra plus tard, mais qui sont, on n'arrête pas d'en parler, certainement les profils les plus violents, les brutes d'infanterie des unités Ironjo. Donc buffer des mecs qui tabassent, moi je dis oui. Ouais, non, honnêtement, c'est fort. Maintenant, voilà, moi j'ai toujours cette petite frustration d'aptitudes qui vont potentiellement changer beaucoup de choses sur un 2+ ou un 3+. Faut bien voir l'ordonnancement quand même, c'est-à-dire que vous avez une configuration qui va très certainement être d'avoir un pack de brutes et le méga boss qui va être juste derrière, voilà, qui va être normalement à 2,5, comme ça si on vous charge vos brutes, il va pouvoir activer. Par contre, ça veut quand même dire que, vu que tout le monde a la même portée d'armes, il y a un monde où le méga boss peut se faire taper pour avoir utilisé son aptitude. Voilà. Donc, il va falloir encaisser techniquement une activation si on n'est pas à notre tour. Maintenant, si on est au tour adverse, bon, bah, voilà, c'est hyper intéressant. On passe maintenant au Chante-Guerre, donc le War Chanter, qui est un prêtre de niveau 1. Honnêtement, rien de particulier. Il envoie 6 pralines en 4-3, pas de drain, dégâts des 3. Et il a une aptitude à la fin de n'importe quel tour, si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées à ce tour par les attaques de mêlée de cette unité,
donner à cette unité des 3 points de rituel. Ouais. Ce Donc, qui est cool quand même. ce qui est cool, maintenant, est-ce que c'est vraiment lui qui ira défoncer des petites unités? C'est pas sûr. Je suis pas sûr. À noter aussi que, alors on a parlé des sèves, hein, lui il est resté en 4 puces, voilà, pas de souci, mais en même temps c'est normal, je peux pas en demander trop, je pense. Donc voilà, c'est un prêtre, et quand vous avez vu les prières, bah on a envie d'en jouer. Ouais, Donc, c'est ça. On va pas s'étendre vraiment plus là-dessus. voilà. En fait, pour parler de ce personnage, faut parler du domaine de prière. On en a parlé, il est excellent. Voilà. Voilà. Nous passons donc maintenant au Wernob Shaman, donc qui est un sorcier de niveau 1, qui a un petit tir assez sympathique, qui a un bâton assez sympathique, et il a surtout une capacité passive qui est de dire qu'on va ajouter 1 à son niveau de puissance, donc il va dire du coup qu'il va passer sorcier de niveau 2, lorsqu'on a une unité mage-fer de 10 figurines ou plus entièrement à 12 de lui. Exactement, donc un sorcier, enfin 2 sorciers pour le prix d'un quand on joue des Hardboy, hein, notamment, ça va être ça à côté de lui. Bah, c'est cool, on va pouvoir lancer 2 Ouais. sorts. On se Les souvient sorts sont bons. Les sorts sont bons, et on se souvient qu'on avait 2 sorts qui étaient bons, l'ATP et le crit. Bah parfait, on va pouvoir lancer les 2, on est content. Profil suivant, les brutes, donc l'unité la plus énervée côté infanterie de ce Battle Tome, 4 de move, 3 points de vie, save à 3, 1 de contrôle. Et là, au niveau des armes de mêlée, pour vous dire, on a les figurines de brutes classiques qui ont 3 attaques en 4-3, Rennes-1, dégâts 2, anti-infanterie, donc plus un perf. Exactement. On est quand même sur du moins de 2. Et quelques coupes tripes, une figurine sur 5 qui va avoir la même chose, mais en Rennes-2, dégâts 3, sans l'aptitude supplémentaire d'anti-infanterie. Ouais. Voilà. Elle a un passif qui n'est surtout pas à négliger, qui est quelque chose assez proche de ce qu'elle avait, qui est de dire les figurines ennemies avec une caractéristique de santé de 1 ou 2 ne peuvent pas contester d'objectifs tant qu'elles sont emmêlées avec cette unité. À noter que les objectifs ont grandement diminué. Ouais, exactement. Donc, c'est pas du tout anodin de dire que lorsqu'on est à portée d'engagement de cette unité-là, les figurines ne vont pas pouvoir contester l'objectif. Parce que autant en V3, les objectifs étaient tellement grands, être à 3 des figurines de l'unité, bon, on pouvait toujours mettre des mecs derrière. Là, on n'a plus d'unités qui sont renforcées 2 fois. Les objectifs sont plus petits. Rien que cette aptitude-là est forte, et surtout, ils ont gagné une sauvegarde. Exactement. Et puis après, pour être tout à fait honnête, connaissant bien les brutes, voilà, j'ai beaucoup discuté avec eux. Généralement, ils laissent pas grand-chose sur l'objectif, hein, de toute façon. Mais, mais effectivement, au cas où ils se ratent, hein, qui auraient, on ne sait pas, hein, des mecs qui auraient des bonus de plus 10 au scoring, bah ils peuvent même pas le contester. Il faut bien avoir en tête que maintenant, les brutes sont portées 3, donc tout le monde va taper. Même Ouais. une unité de 10, tout le monde va taper. Vous pouvez très bien aller charger une unité, être engagé avec une autre. Vous avez quand même 30 PV en save à 3 sur une unité de 10, c'est fort. Vous avez des itérations de plus une attaque, etc. C'est-à-dire que même les figurines que vous laissez à côté de vous et desquelles vous vous occupez pas forcément, type squelette au hasard, en fait, vous vous en fichez, ils comptent pour 0. Donc, bah, terminé, quoi. Et puis surtout, c'est, enfin, sur de l'infanterie PA-2 dégâts 2, c'est très très bon. Hein. Ouais. C'est très très bon. Et c'est, moi je trouve que c'est ça qui est encore plus impressionnant quand j'ai eu le Faction Pack, c'est que ils sont passés de save à 4 à save à 3. Et ça, c'est un vrai changement qui aujourd'hui est encore plus important parce que la save à 3, on n'arrête pas de le dire, est excellente. Et en fait, bah, eux n'ont rien perdu en fait. Ouais. Ils n'ont que gagné. Donc en fait, voilà, juste pour l'instant, on n'a pas encore parlé de The Grook, mais vous pouvez avoir une unité qui va avoir 5 attaques par tête, potentiellement si vous jouez Gordrak, qui va toucher sur du 3, Ouais. blesser sur du 3, qui va passer dégâts 3 et 4. Ouais. Ça commence à faire pas mal. Exactement, et je pense qu'on va parler du monsieur qui les améliore grandement. Nous allons donc maintenant vous parler de la première synergie assez énervée de ce Battle Tome. Donc on a vu Megaboss, potentiellement Gordrak, des brutes, avec The Grook. Donc The Grook c'est qui? C'est l'espèce de forgeron que vous avez vu qui se balade avec son petit conque à côté. 4 de move, 7 points de vie, save à 3, 2 dossés. On va même pas vraiment s'attarder sur son profil de corps à corps, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Vous avez 2 options d'armes. Une qui est un qui coupe. Je vous promets que vous n'avez pas spécialement envie de jouer ça, même si c'est pas mauvais. Vous avez une autre option d'arme qui est assez intéressante, grosso modo, qui vous dit quoi? Qui vous dit que vous pouvez choisir à votre phase de héros une unité de mage-fer visible entièrement à 12, jeter un D6. Sur un 4+, l'unité va avoir l'aptitude crit mortal. Exactement. Et Voilà. ça va passer à 3+, et on a choisi la fameuse option d'arme dont tu parlais. Donc, déjà, vous savez que sur du 3+, votre unité potentiellement de brute va envoyer donc juste un 10 brut, potentiellement 50 ou 60 attaques, Ouais. potentiellement en 3-3,
Ouais, Reine -2, Ouais. dégâts 3 ou 4 Exact. avec un Warchanter. exactement. Crit mortel. Exactement. Donc, exactement. C'est un peu traumatisant. Donc, imaginez les 60 attaques, stats, vous allez faire D6. On est sur une bonne base de, avec le Warchanter, 32 blessures mortelles. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et c'est pas tout. Le petit clonk que vous avez à côté vous dit quoi? Tant que vous ne faites pas un jet de sauvegarde de 1, clonk est un pion que vous pouvez consommer. Donc, on a vu cette mécanique de pion, on en voit pas mal, pour relancer ce jet de 3+ ou 4+. C'est-à-dire que le tour où vous avez décidé, où c'est important, c'est 3+ relançable, donc vous avez 8 chances sur 9 de le passer. Exactement. Bon, après, il faut avoir en tête qu'il faut passer tous les méga combos des plus attaques, etc. pour Oui, être à 6 attaques sur tête. 6 Mais attaques, touche à 3, etc. Mais globalement, même à 3 attaques, ça reste bon. voilà. Donc en fait, on est sur un perso que vous allez tous les jours prendre lorsque vous allez jouer des brutes de la même manière que le méga boss. On voit vraiment cette espèce de triumvirat, de trinité entre le méga boss, Ouais. un pack de 10 brutes, Ouais. non négociable, et Zugruk à côté. On n'est peut-être pas loin d'être à la limite du un peu trop fort, quoi. C'est vrai que c'est très fort. Je peux pas le nier, c'est vrai, puisque comme on l'a testé, même moi j'étais choqué de faire ce que je faisais. Hein. Donc, Disons que quand tu te fais sortir 35 blessures mortelles en 3+, c'est terrible, tu mouilles quoi. j'avais eu un peu de chance. Non, mais concrètement, voilà, le combo coûte cher par contre. Il faut le garder en tête, c'est que le combo coûte très cher. Maintenant, il est quand même assez fiable, hein, parce que 3+ reroll, bah, c'est pas mal. Les prières pour donner plus un dégât avec le Warchanter, bah, si on garde des points de rituel, c'est facile de le fiabiliser. Et la 2+, ne serait-ce que pour une attaque, voire la 3+ à la suite, avec le méga boss à pied, bon, ça reste de la 2+, 3+. Il y aura au moins un des deux qui va passer. Donc, ça fait beaucoup de BM, ça fait un combo très cher, mais pour quelque chose qui est sûr. Dans le sens où, si vous jouez ça, en face, il y a une unité qui vous cause problème, peu importe comment elle s'appelle, quel est son nom, peu importe, vous savez que vous avez la capacité de la sortir. Et juste ça, l'adversaire ne peut pas envoyer n'importe quoi, n'importe où, surtout qu'on peut charger à la face adverse, etc. Et vous avez vu tous les mouvements, TP, redéploiement, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi en face de ça. Il faut respecter ça. Voilà, tu es obligé de le respecter. Oui, donc, mais en fait, le vrai problème de ça, c'est quoi? C'est que on est sur une unité qui a un volume d'attaque, potentiellement un output de dégâts qui est colossal. Ouais. Ça met des blessures mortelles, mais tout n'est pas en blessures mortelles. C'est-à-dire qu'à côté, on a dit que vous alliez prendre 30 BM, mais vous alliez surtout prendre 30 sauvegardes, Rennes -2, dégâts 2 ou 3. Ouais. Et en fait, on est quand même devant 30 PV en save à 3. Ouais. Donc en fait, surtout qu'on n'oublie pas, mais imaginons, alors là, tout, effectivement, hein, ça va être très cher, mais vous avez Gordrag, donc vous avez potentiellement un +1 à la touche qui est gratuit, donc en fait, vous pouvez vous mettre un +1 à la save, vous avez une allégeance qui vous donne un ward d'A6. Ouais. C'est-à-dire que votre pack de brut, il va meuler, puis j'ai envie de dire, le crit mortel, vous n'êtes même pas obligé d'aller chercher le +1 pour toucher. Donc en fait, vous allez avoir 30 PV, save à 2, ward d'A6. C'est dur quand c'est à la fois un marteau et une enclume. Ouais, mais c'est ça, c'est un marteau et une enclume parce que c'est beaucoup de PV, c'est un sac à PV en 3+, où effectivement, là tu prendras même pas ton +1 touche, hein, parce que t'en as pas besoin en fait. Tu vas faire des 6. Comme on l'a dit déjà, juste en BM, dans le meilleur des mondes, tu mets 32 BM. Normalement, normalement, il n'y a plus grand chose, donc après il reste les petites BM, attaques. C'est pas encore mauvais, quoi. Ouais, ça va. Hein. Donc, non, franchement, c'est très fort. Donc, ça, à voir comment ça va être ajusté. Pour le moment, ça semble, je crois pas avoir lu un combo qui était aussi énervé. Exactement. Dans les zones. Surtout, il faut avoir en tête, hein, c'est-à-dire que là, on a parlé du combo optimal, mais si vous loupez une prière, ou alors la prière est impactante parce qu'elle fait vraiment quasiment plus 50% de dégâts, mais si vous loupez un 3+ ou un 2+, c'est pas grave, vous allez coller 25, 20, 15, mais même 15 BM, il faut se rendre compte de ce qu'est 15 BM. Les gros héros du jeu n'ont pas tous des wards, ils ont 15, 16, 18 points de vie, save à 3. C'est one shot. Donc honnêtement, on va pas s'étendre plus dessus, je pense qu'on en verra en tournoi parce que c'est hyper lisible, c'est hyper évident. À voir ce qu'on peut opposer à ça pour que ça tienne. On enchaîne avec la suite de l'infanterie, à savoir les Dur Boys, donc les Hard Boys. 4 de move, 2 points de vie, save à 3, endossé. Anti-charge plus 1 perf, donc sur une arme qui a 2 attaques en 4-3 -1-1, donc
on comprend l'autre orientation qui est de dire mur de bouclier et qui a une aptitude à n'importe quelle phase de mêlée. Choisissez comme cible une unité ennemie en mêlée avec cette unité et qui a chargé à ce tour. Faites un jet de coup de bouclier d'un des 6. Pour chaque 6+, on inflige une blessure mortelle. C'est pour chaque figurine de l'unité de Hard Boys. Et surtout, on n'oublie pas, mais la phase de combat est la phase où en fait on va avoir une alternance entre les deux joueurs avant l'activation des armes de mêlée. Donc ça va être le joueur opérant qui va faire ses capacités, le joueur non opérant qui va faire ses capacités, et ensuite on passe en phase de combat. Ce qui veut dire que vous infligez vos blessures mortelles avant que votre adversaire tape. Exactement. Donc ça, c'est une unité qui est là en bouclier, en mode on est devant, on tank, et si tu nous charges, tu vas prendre non seulement des BM, mais en plus, je vais avoir une meilleure perforation parce que tu as chargé. Eh ben, c'est très très bon, encore une fois. Ouais. Ça joue par 10, donc tu peux les jouer par 20. Donc ça commence à faire... Ouais. Et eux, pour le coup, on leur paye leur plus un save. Ah ouais, parce que 40 PV en 2+, je peux te garantir qu'il n'y a pas, il y a rien qui sort ça, je crois. Donc, à part des brutes. Peut-être que... Avec 40 BM. Il y a peut-être un truc. Non mais, c'est très très fort. En plus de ça, vous n'avez pas besoin d'avoir chaque figurine Hardboy à moins de 3 pour faire les BM sur 6. C'est du moment que l'unité est engagée, donc il suffit de... L'adversaire ne peut pas s'en prémunir, il va se les prendre. Donc en fait, vous n'avez pas envie de charger avec ça, vous vous faites charger, vous avez un plus un par faux, vous collez des blessures mortelles, et en plus il y a une synergie assez intéressante avec le boss Hardboy. Exactement. Donc pourquoi on vous parle du chef Hardboy? Tout simplement parce que lui, il a le même profil, on va dire, de corps à corps, sauf qu'il a 7 attaques, dégâts 2, il n'a pas cette aptitude, anti-charge, machin. Il fait passer l'aptitude des Hardboys pour infliger des blessures mortelles de 6 à 5. Donc, vous doublez le nombre de blessures mortelles, vous mettez littéralement un tiers de votre nombre de figurines en blessures mortelles. Ouais, c'est beaucoup quand on en joue 20. Ça commence à faire mal, hein. Ouais, donc on commence à avoir des itérations de 6-7 blessures mortelles. Il a aussi un passif qui est non négligeable, qui dit quoi? Que lorsque vous allez utiliser un ralliement sur une unité de Hardboy, vous allez pouvoir rajouter 3 dés, donc 9 dés au total. C'est-à-dire 4 réussites et demie en moyenne, c'est-à-dire vous ramenez 2 Hardboy. C'est déjà pas mal. Bah, 4 PV qui vont souvent être, parce qu'ils vont souvent prendre le plus un save en phase de mêlée, qui vont souvent être en 2+, c'est très embêtant pour l'adversaire. Ouais, faut pas oublier, hein, honnêtement, il y a pas mal de nouvelles choses là dans ce passage V3, V4, mais déjà le plus un save, on peut pas forcément le payer tout le temps, donc en fait avoir une bonne sauvegarde de base c'est énorme, et surtout on n'a plus le rampage qui empêche de se rajouter un plus un à la sauvegarde, donc en fait on a quand même des repères qui sont très différents par rapport à avant. Là, on a une armée qui a une bonne perfo. On a les responsables de tanker, les responsables d'agresser. Il y a beaucoup de choses très fortes. Donc, on passe maintenant au Grogny Trip. Ça fait bizarre dit comme ça. Ouais. On va dire au Gorgrunta. Gorgrunta, toujours 9 de move, 5 points de vie, save à 3. 2 dossés. Donc ils ont 2 armes. Les attaques de la bête qui sont charge plus 1 dégât, donc ils sont en 4-2, pas de reine dégâts 1. Qui sont compagnons évidemment, et le mec dessus, 3 attaques en 4-3, reine moins 1 dégâts 1. Ils ont une capacité qui dit que si elles ont chargé, c'est plus par rapport au nombre de figurines, c'est bien simplifié, on jette un des 3, si on fait 2 plus à la valeur du jet de dés, c'est le nombre de blessures mortelles, et on fait plus une blessure mortelle contre la cavalerie. Exactement. Et Premier truc, qu'est-ce qu'ils ont beaucoup perdu eux? Ils ont perdu l'ancien Mighty Destroyer, qui leur permettait d'avancer littéralement de 9. Et donc d'aller chercher littéralement des charges à 3. Ouais, ils ont également gagné, je sais plus si tu as dit, mais anti-cavalerie sur leur arme, les bonhommes dessus. Bon, alors, ils ont également gagné quand même une 3+. Faut quand même le dire, parce qu'avant ils étaient en 4+. Donc c'est quand même 5 PV en 3+, 15 PV comme on les joue par 3, donc c'est loin d'être mauvais. Maintenant, quand on voit ce qu'on a vu un petit peu avant, on se dit que... tu m'as vu jouer des Gorguntas? Non. Voilà. Parce qu'en fait, c'est là où il faut comprendre qu'il y a un réel problème, je pense, au-delà de... C'est qu'il y a peu de comparaisons à faire quand on vient de voir ce qu'on vient de voir. Les Hardboy ou les brutes, les Gorguntas perdent un peu de leur saveur. Donc, Non, en fait, en comparaison, après, ça reste quand même 15 PV en save à 3+, de la cavalerie qui va vite, avec le Mighty Destroyer qu'on peut faire au tour adverse et à son tour. On a virtuellement... si on commence par le tour adverse et ensuite le sien, 6 de mouvement en plus, donc ça fait 15 avant la charge. Avant, on les envoyait souvent pour frapper fort, c'était un marteau qui allait vite. Aujourd'hui, ça sera plus notre marteau, je pense, ça sera plus une unité satellite qui ira sur les côtés faire les tactiques, voilà, par exemple. Et aller chercher la cavalerie. Et aller chercher la cavalerie,
adverse qui fait les tactiques ou les petites unités satellites Ouais. qui traînent sur le côté parce qu'elles sont suffisamment fortes pour les tuer et les chasser. C'est ça. Mais voilà, honnêtement, pour l'instant, dans les builds qu'on a testés, c'est pas que c'est pas bon, hein, loin de là. C'est juste qu'il y a des choses à côté qui sont très fortes, qui rentrent dans des synergies évidentes, à la fois d'infanterie, Mm. on l'a vu même avec les allégeances, hein, Ouais, ouais. à la fois d'infanterie et à la fois de mots-clés Brute War Boys. Voilà. En tout cas, c'est pas forcément un premier choix aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu essayer. Avant d'attaquer la partie Ragers, on va attaquer la partie Mogrunta. Exactement, on continue avec la cavalerie lourde. On Ouais. va commencer avec le héros. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y a 3 profils différents avec les gros cochons. Le héros, tout simplement, c'est 14 PV en save à 3. Ça bouge comme avant de 10 et c'est 5 de contrôle pour les 3 cochons. Alors à noter que sur la roue des caractéristiques, la différence qu'il va y avoir entre les 3. Le héros, il est en 3 plus de save, il a 14 PV. Le gros cochon qui est monstre mais qui n'est pas héros mais qui a une équipe de Zlufiu à 12 PV, donc 2 PV de moins en save à 3+. Et le dernier, donc juste quand il n'y a qu'un gars sur un gros cochon, c'est du 12 PV mais save en 4+. Voilà. Il y a également une différence, c'est que le héros, c'est le seul qui a un profil dégressif qui va perdre des attaques de défense, qui sont les attaques les plus importantes, on va en parler. Il passe de 5 attaques à 3 attaques, donc il perd globalement 2 attaques. Dégressif, toujours, c'est 10 PV pris. Tu veux dire que le cochon du boss est moins bon que le cochon des non-boss? Bah, il est plus chargé, donc tu vois, il a plus de choses dessus, donc voilà, il est plus feignant. Il a fait sa place quelque part, tu vois. Ok. Il a plus rien à prouver. Ensuite, en aptitude, tous les cochons partagent la même, c'est l'élan irrésistible. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que quand vous allez faire un mouvement de charge, vous allez gagner plus 1 point d'élan, ok? Quand vous allez faire une course, vous allez gagner 2 points d'élan. Le maximum de points d'élan accumulés, c'est 3. Très bien. Et à la fin de chaque round de bataille, et c'est bien que ce soit chaque round, on va perdre 1 point d'élan. Voilà comment ça se passe. À quoi servent ces points d'élan? Mais on regarde combien de points d'élan on a attribué à notre gros cochon, et on rajoute en dégâts le nombre de points d'élan qu'on avait. Autrement dit, si on en avait 3, bah, les défenses sont dégâts 2 plus 3, soit 5. Ouais. Surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, on peut charger à la phase de charge adverse une fois que l'adversaire a résolu l'ensemble de ses charges. Donc, imaginez une situation où vous courez à votre tour, vous générez 2 points de momentum, et au tour adverse, vous allez pouvoir charger potentiellement à son tour pour 2 CP, ce qui de manière sûre va vous faire un 3e point de momentum, sauf s'il y a eu un changement de round, mais imaginons que vous soyez genre 1, vous allez générer 3 points de momentum, et donc les défenses de votre cochon autour de votre adversaire vont être dégâts 5. Au niveau des aptitudes, donc les 3 versions ont des aptitudes différentes. On va commencer avec le boss. Il a donc une fois par tour à n'importe quelle phase de charge. Si cette unité a chargé à cette phase, choisissez comme cible jusqu'à 3 unités de gueule qui cogne, amis entièrement à 12 de cette unité et qui ont chargé à ce tour. Ajoutez 1 point d'élan à chaque cible. Exactement. Donc on en vient maintenant au petit bonus, hein, c'est-à-dire que comme tu disais tout à l'heure, imaginons qu'on est passé, on a changé de round, on a perdu 1 point d'élan, on fait une charge à la phase de charge adverse, eh bien on va gagner 2 points d'élan supplémentaires au lieu de 1, donc ce qui est très bon avec son gars et les copains si on a pris plusieurs cochons. On va commencer à avoir du dégât 5 un peu facilement partout. Ouais. Et ça, c'est plutôt... ça veut aussi dire que sans courir, vous allez pouvoir être capable d'être à 2 de momentum, donc Ouais. dégâts 4 sur 3 unités, donc c'est quand même relativement cool. Ensuite, on passe à l'aptitude de celui qui est intermédiaire. Une fois par tour à votre phase de mouvement, si cette unité est en mêlée, elle peut se déplacer d'une distance maximale égale à sa caractéristique de mouvement. Elle peut passer à travers les figurines et les portées de mêlée des unités ennemies, mais ne peut pas terminer ce mouvement en mêlée. Puis choisissez comme cible chaque unité ennemie traversée par cette unité. On jette un des 3 pour chaque cible. Sur un de plus, ça fait autant de blessures mortelles, et on génère 2 points d'élan. Donc cette aptitude, elle est cool, pourquoi? Parce qu'en fait, elle est en train de vous dire que si vous êtes déjà engagé, vous pouvez quand même générer du momentum. Exactement. Et ça, c'est bien, parce que ça évite d'être bloqué, de se dire, dommage, je peux pas courir, je peux pas charger, donc je vais juste perdre un point de momentum à la fin du round. Ouais, et là c'est 2 en plus, donc c'est Ouais. quand même beaucoup. Exactement. Et enfin, le dernier, la version non-héros save à 4, il a une aptitude qui dit que lorsqu'on a chargé, on jette un dé, on rajoute le résultat de ce dé à notre momentum. Exactement. Et si on a fait 5 ou plus, la cible a frappe en dernier, puisqu'on prend une cible ennemie qui est à 1 pouce. Donc du coup, c'est super bon, parce que frappe en dernier, tout à l'heure on pensait par exemple au méga boss, on se disait on va peut-être avoir un problème du fait que les brutes, il doit d'abord s'activer pour que les brutes s'activent après, etc. Bon, là on donne un frappe en dernier, donc il n'y a plus de question, le méga boss peut taper, les brutes peuvent taper, tout peut taper. Par exemple, c'est un exemple. Ouais. Oui, pourquoi c'est fort en plus sur la liste? Parce que c'est celui qui en save à 4, donc s'il peut faire en sorte que les adversaires soit se prennent des parpaings dégâts 5, Avant. soit tapent en dernier, en fait,
Ouais, complètement. Ça libère quand même pas mal d'espace, quoi. Ouais, et puis ça, c'est de la grosse cavalerie rapide, donc ça peut aller chercher, ça peut être embêtant sur une contre-charge également, hein, parce que l'adversaire, bah, il va être embêté s'il se prend un frappant dernier à son tour à un moment où il le voulait pas, ou s'il Ouais. sait que tu as la possibilité de le faire. Donc en vrai, il est pas mal celui-là en réaction, je l'aime bien. C'est clair. On passe maintenant aux 2 unités de Ragers, Ouais. qui en français sont les rageux. Voilà, donc il y a officiellement dans l'index des attaques de rageux. Ouais, exactement. C'est ceux, C'est assez drôle. C'est ceux avec les grosses épées et ceux avec les espèces de boules. Là, Exactement. qui Donc on va balancent. commencer avec les bousilleurs. Donc eux, ils ont 6 attaques en 4-3, Reine -1 dégâts 1, anti-infanterie plus 1 perf. Ouais. Ils ont une course et charge. Et l'autre version, c'est une version anti-monstre qui a moins d'attaques. Donc 3 attaques en 4-2. On aime bien le bless à 2 parce que globalement, c'est un truc qu'on peut pas facilement améliorer. Donc on préfère avoir, je pense, du 4-2 parce qu'on peut passer en 3-2. Reine -1 dégâts 2, anti-monstre plus 1 perf. Donc contre les monstres, vous êtes en PA-2 dégâts 2 et eux, ils ont une capacité qui est très sympa. Lorsqu'ils ont chargé, ils tapent en premier. Donc ouais, effectivement, ils sont pas mal, surtout en réaction pour charger à la phase de charge adverse, pour frapper avant l'adversaire tout simplement, et pendant son tour en plus. À noter quand même qu'ils sont en CA 5, donc un peu fragiles ceux-là. Ouais. Voilà, c'est le même rôle qu'avant, hein, finalement. On les envoie, on sait qu'ils vont mourir, mais il faut qu'ils emportent ce qui touche avant de mourir, et je pense qu'ils peuvent le faire bien. J'ai une grosse préférence pour les rageux bruts, avec leurs armes de rageux, pour des raisons évidentes, mais voilà. Course et charge, c'est de la mobilité. On n'oublie pas, on a un Mighty Destroyer, donc ça veut dire quasiment, on peut avoir bouche de 7. Course, ça veut dire 13. Ouais. Charge, tape en premier dans la foulée. Ouais. Honnêtement, c'est une unité d'impact forte. Il y a l'air d'avoir moins de tirs dans le jeu. C'est pas pour leur déplaire. On en a donc fini de cette review Iron Joe. Petite conclusion quand même. On voit qu'on est sur un Battle Tome avec des synergies très fortes et on est sur un de ces rares index où finalement, alors oui, hein, on a eu des petits mélanges, on dit Battle Tome parce qu'on a l'habitude de faire des Battle Tome review, mais on est sur un de ces rares BT où on a des volumes d'unités entières qui ont récupéré de la survivabilité et en plus un sauvegarde. Ouais. Moi, je pense que ça va être une très bonne armée, déjà par sa résistance, par sa létalité également. En fait, j'ai l'impression qu'elle fait tout, Ouais. qu'elle le fait plutôt bien, et je la trouve en fait même meilleure qu'avant, on va dire, sur un point d'échelle de comparaison de toutes les armées avec les autres. Je pense que c'est vraiment une armée qui va, en tout cas à l'heure actuelle, être dans le top ou ouais, ça a l'air honnêtement plutôt très fort. Ça a l'air très fort. On n'a pas énormément parlé du Mighty, mais le Mighty, c'est une mécanique un petit peu à la Dîme de sang. C'est en fait, c'est du contrôle. Donc, vous n'avez pas forcément une armée qui a une projection incroyable. Par contre, je pense que ça va faire partie de ces armées où que ce soit les Hard Boys ou les Brutes, lorsque ça se plante sur des objets, ça va être compliqué de les déloger, surtout dans la sous-allégeance qui va vous filer une ward en plus, gros volume de points de vie. On a des gens qui sont là pour se faire charger, on a des gens qui sont là pour charger. C'est quand même une armée Atrix avec plein de mouvements. C'était ce qu'on avait avant, ça reste dans le même esprit. La violence, de l'orque. Franchement, j'ai rien de plus à ajouter. Ouais. Pour l'instant, moi j'aime bien. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Yep. J'espère que cette review vous a plu. On a essayé d'être aussi exhaustif que possible et c'est un BT qu'on a eu pour le coup l'occasion de tester à pas mal de reprises sur table. Donc voilà, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. Si vous voulez nous soutenir, vous avez tous les liens en description, le Tipeee et nos liens affiliés évidemment. Et sinon, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis salut. Ciao!